Les zones d'affrontement se multiplient près de l'Europe dans un contexte de guerre technologique exacerbée et de forte compétition stratégique avec la Chine. La crise sanitaire, accompagnée d'un très fort ralentissement de l'activité économique, ajoute de l'inquiétude à l'incertitude. Quelles sont les conséquences sur les budgets et les parts allouées à la défense? Géopolitique, le débat, Marie-France Chatin. Samedi, à partir de 18h40 TU. RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports hebdomadaire de Radio Foot International sur RFI, une version à la fois sonore et à la fois imagée, puisque Souel Kedir et Léo Bernard assurent la retransmission à travers le Facebook Live de cette émission. Il y a nos invités dans ce studio autour de moi, ils sont là, ils ont un peu changé de côté, peut-être que vous vous en apercevez pas, surtout à la radio, mais en tout cas ils sont là. Bonjour Rémi Ngono, à ma droite. Ah oui, je suis à la droite parce que justement Alessandro Valente a décidé que non, c'est pas lui, je crois. La place là avait beaucoup de chance. C'était mieux. Il s'est dit, certainement, il va marquer des buts étant vers le côté, de l'autre côté là. Il va supporter donc, Cristiano, peut-être. Ah, peut-être ça, mais malheureusement. Et vous, Messi, alors quoi? Bonjour Alejandro Valente. Bonjour Annie, bonjour à tous. Et puis bonjour Gilles Verdez. Bonjour. Merci d'être là dans ce Café des Sports. Alors, un café bien serré, beaucoup de sujets sélectionnés par notre équipe avec David Finzel, Pierre Guérin et Laurent Salerno. D'abord, ce calcio qui est de retour à un championnat italien avec des entraîneurs italiens, beaucoup d'anciens acteurs de la Serie A sur les bancs, notamment à la Juventus, avec Andreas Pirlo qui va débuter. La vieille dame et ses 9 titres, nonuple championne, résistera-t-elle encore aux concurrents de plus en plus menaçants? L'intérêt de ce championnat qui semble apparemment retrouver du prestige, et on en parlera. L'OM battu pour son premier match au Vélodrome, un record de 41 ans d'invincibilité renversé par les Verts hier soir. Et voilà Saint-Étienne remodelé par Claude Puel en tête de la Ligue 1. Changement des règles de nationalité sportive. La FIFA assouplit le sort de certains joueurs ayant la double nationalité à la demande des dirigeants africains. Une nouveauté qui est aussi, sans doute, un calcul politique de la part du président de la FIFA, Gianni Infantino. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. Cette bonne ouverture pour Koutessa, on sait qu'il a été très bon lors de la préparation. Extrêmement rapide. Allez, il travaille, le centre, oui, le but pour le Stade de Reims, magnifique ballon de Berisha. Aujourd'hui, on a joué. Champagne pour le Stade de Reims. On vous avait parlé cette semaine des Rouges et Blancs avec leur président, le président Caillot, et aussi avec Carlos Bianchi, l'ancien joueur du Stade de Reims. Eh bien, ils ont retrouvé l'Europe avec succès hier soir en s'achetant, grâce à un but, un seul d'ailleurs, le droit de rejouer l'Europe, 57 ans donc après l'épopée du grand Reims de Copa et Juste Fontaine. Valon Berisha a inscrit l'unique but du match, disputé à Genève face aux Servettes. Et l'entraîneur David Guillon s'en est contenté. Je suis vraiment très très heureux en effet de voir tous ces joueurs qui ont été organisés, disciplinés, qui ont respecté le plan de jeu à la lettre. Je sais que je peux compter sur un groupe depuis le début de la saison. J'ai un groupe jeune, très jeune, l'un des plus jeunes de la Ligue 1. Donc j'aimerais qu'à travers ce genre de match, à travers ce genre de performance, mes joueurs prennent conscience de leur potentiel et qu'ils affichent plus de caractère encore et plus de personnalité pour tous les matchs de championnat. Gilles Verdez, c'est pas encore le grand stade de Reims, mais c'était même un peu un stade de Reims laborieux. Il l'a aussi dit, David Oui. Guillon, il l'a aussi reconnu. Mais en tout cas, ça passe. Mais je suis très content pour Reims et franchement, je vais vous dire, c'est une victoire de l'Afrique aussi pour nos auditeurs et téléspectateurs africains. Ils sont passionnés de Reims. Vous savez que chaque fois que j'ai des gens que je connais qui viennent d'Afrique, eh ben, je les emmène aux portes du stade de Reims pour montrer Reims, qui est un club hyper populaire en Afrique. Alors, ça date effectivement la dernière épopée 1962. Et c'est plus le même stade. Mais non, tout a changé. Ils avaient été battus par Feyenoord
Award à l'époque, en quart de finale quand même, de la Coupe des clubs champions. C'était prestigieux. Donc je suis très content de cette épopée. C'est pas encore glorieux, mais c'est formidable. Quel état d'esprit. Alejandro, ce Stade de Reims de retour. Alors, la route est longue, parce que là, ils n'en sont qu'au premier des 3 barrages avant de pouvoir arriver dans des groupes qui sont en plus des énormes groupes et on va avoir des 16e de finale ensuite. Ça rallonge. La Ligue Europa, c'est un chemin de croix. Mais bon, a priori, Reims n'est pas là pour essayer de gagner cette Ligue Europa, on l'a compris, mais plutôt pour retrouver un petit peu le parfum européen. Le président nous avait dit qu'au départ, l'idée, c'était plutôt d'ancrer les clubs dans les championnats français et que l'Europe, c'était un peu du bonus. Donc, je pense que ça fait plaisir. C'est vrai que le match hier s'est déroulé dans une ambiance un peu lunaire. On s'est habitué même aux ambiances un peu mitigées du championnat de France. Et quand on se retrouve devant des stades complètement vides, ça fait mal. C'est vrai, ça faisait mal et ça faisait creux, ça sonnait creux. Rémi, le Stade de Reims, ça vous intéresse, on va dire? Parce que c'est vrai que c'est un passé glorieux et une équipe intéressante qui, depuis qu'elle est revenue en Ligue 1, s'accroche bien. Ah oui, parce que, Travail. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a fait abandonner le football justement parce qu'il avait pris le nom de Copa. Donc à l'époque... Ah oui, vous aviez un sacré concurrent. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision en Afrique. Donc on n'avait que 11. Et on regardait parfois on s'acharnait à aller l'acheter pour voir. Mais donc j'étais convaincu que Copa était un costaud monsieur, était comme je l'ai vu, parce que le Copa qui, lui, m'a taclé, m'a brisé les pieds. Mais celui-là, il était comme Zembla, il était tout costaud. Donc de toutes les façons, pour dire que c'est la bonne épopée, c'est tout qu'on n'avait pas les images. Et à l'époque, d'ailleurs, on suivait les matchs uniquement par reportage. Et on imaginait, c'est-à-dire qu'à la radio, c'était très difficile pour nous. Mais c'est ce que nous a raconté Omar Da Fonseca hier dans cette émission. Il nous racontait qu'en Argentine, quand lui était petit, il regardait tout. Il se réunissait autour du poste radio, il regardait la radio. Il n'y avait pas d'image, mais c'était magique aussi. Oui, c'était magique. Et puis, cette époque-là reste encore une époque que personne ne peut oublier parce que c'est la verte jeunesse. Et au-delà de ça, c'est le moment où le football français était quand même l'un des footballs les plus attrayants, les plus conquérants d'Europe. C'est dommage que... Reims, c'était une partie de l'équipe de France à l'époque. Oui, c'est dommage que les emblèmes de cette envergure-là aient eu à disparaître. Revenir en surface, c'est quelque chose qui ne fait que beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté. Il faudra confirmer face aux Hongrois de Fehérvár parce que ce serait dommage d'en rester là et après peut-être un match face au Standard. Donc voilà, on retrouve à travers le présent le lustre du passé. C'est sympa. On retrouve les Standards. Effectivement. Ça sera la semaine prochaine et ensuite le 1er octobre pour ces nouveaux matchs de barrage, à savoir que Glasgow Rangers, Tottenham, le Milan AC, Wolfsburg ou encore Bâle se sont qualifiés hier et pour eux aussi et pour toutes ces équipes, la route est très longue. Allez, direction l'Italie. Io sono ancora qua. E adesso Lici succede di tutto. Finalmente riparte la Serie A Team. Place donc au championnat d'Italie. Le Calcio reprend le même week-end que la Bundesliga, et le ballon roulera donc désormais dans les 5 championnats majeurs d'Europe, comme on dit. Une compétition où l'on a remarqué que l'immense majorité des clubs italiens sont entraînés par des Italiens. Antonio Conte à l'Inter, je vous en cite quelques-uns, Gian Piero Gasperini à l'Atalanta, les frères Inzaghi, Simone à la Lazio, Pippo Inzaghi chez les promus de Benevento. On a aussi Gattuso à Naples et tout récemment diplômé d'ailleurs Andrea Pirlo à la Juventus. On va l'entendre, le message de félicitations que lui a transmis un de ses camarades de jeu avant et désormais camarade sur le banc. C'est Antonio Conte qui parle donc d'Andrea Pirlo. Je suis vraiment très heureux pour Andrea Pirlo, au-delà de ce qu'il m'a apporté en tant que joueur. Vous savez tous que c'est quelqu'un de fantastique et j'ai beaucoup d'affection pour lui. Par contre, les joueurs que j'ai entraînés deviennent eux-mêmes des entraîneurs
ce qui me fait dire que je vieillis. Et voilà, on vieillit tous, n'est-ce pas? Gilles, est-ce que retrouver comme ça tous ces anciens grands joueurs, alors on a noté seulement 2 étrangers sur le banc, on a un Serbe à Bologne, Mihajlovic, et puis on a Paulo Fonseca à l'AS Roma, mais sinon donc que des Italiens. Est-ce que pour vous, finalement, c'est une spécificité? Pourquoi finalement des Italiens entraînant des clubs italiens? Alors, science du coaching, il faut savoir que les clubs italiens qui ont connu quelques années difficiles, c'était quand même tactiquement, quand on voyait un entraînement en Italie, vous savez, les joueurs parfois français qui allaient se plaigner parce que les joueurs devenaient des plots et pendant des heures, vous aviez des séances tactiques de pré-saison à un très haut niveau. La tactique en Italie, les joueurs vont l'acquérir au fil de leur carrière et pour les plus érudits, ça donne une base formidable pour être entraîneur. Après, c'est souvent des milieux de terrain italiens. Pirlo, c'était l'architecte, c'est un peu Guardiola, c'est-à-dire que déjà sur le terrain, il était entraîneur, c'est comme Deschamps. Ouais. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont su acquérir une rigueur tactique, un tempérament défensif, et puis qui se mettent aussi à savoir que la réussite ultime dans le football, c'est de grands attaquants. Donc ils ont su évoluer. Et ce cocktail-là fait que le championnat redevient attrayant parce que c'est des entraîneurs italiens, mais de très haut niveau. Rémi, est-ce que c'est un peu logique finalement que les clubs italiens, on sait qu'il y a déjà énormément de joueurs italiens aussi dans ces équipes italiennes, pour par exemple certaines équipes même traditionnelles, et là on se retrouve en plus avec des entraîneurs italiens? Mais c'est à peu près comme... C'est des raisons financières uniquement? Non. Il faut savoir que la formation. Les Italiens sont de très bons tacticiens. Personne ne va quand même oublier que tout le monde entier a loué Arrigo Sacchi, qui venait de 2e division de Parme et qui s'est imposé rapidement dans les années 81-82. Oui. Donc, et tout le monde a aussi loué, par exemple, en 97, Fabio Capello, et toujours avec ce sens tactique qui était très, très, très élevé. Et même, quand vous regardez encore Carlo un peu plus Ancelotti, dernièrement, Ancelotti et tout, c'est des gens qui ont vraiment vendu le football. Et à une certaine période, ils sont partis également de ce qu'on peut dire uniquement le football qui voulait le catenaccio, mais à un football beaucoup plus attrayant. Quand, par exemple, vous regardez que Spalletti est élu en 2011-2012 meilleur entraîneur italien, et pourtant, il y avait bel et bien des concurrents qui étaient là. Vous vous rendez donc compte que l'Italie produit de très, très bons techniciens, de très, très bons tacticiens, et à une certaine période, à quoi bon aller chercher ailleurs? Il y a un proverbe africain qui dit « à chaque marmite convient son couvercle ». Alejandro, à vous de rebondir là où vous êtes sur un proverbe africain. C'est difficile de rebondir sur une marmite, mais... Encore que africaine. En tout cas, je pense que ce n'est pas une nouveauté que les clubs italiens fassent confiance à des entraîneurs italiens. C'est une tradition plutôt qui a plusieurs explications. Déjà, la science tactique bien reconnue des Italiens qui s'exporte toujours très bien en tant qu'entraîneur. Mais il y a aussi... on pense à par exemple Rudy Garcia, qui ces derniers temps avait quand même pas mal marqué en plus les esprits en entraînant la Roma. Mais c'est pas toujours facile. Et même Carlos Bianchi, pour citer un autre exemple, qui avait entraîné la Roma, nous disait combien il était difficile pour un étranger de s'imposer là-bas, car il y a une culture très locale et des critiques qui fusent très rapidement. Et puis, il faut savoir que la plupart des entraîneurs étrangers ne parlent pas l'italien, et il paraît quand même difficile de voir un club italien. Rudy Garcia, par exemple, s'était mis très vite à l'italien. Sinon, c'est très compliqué pour une question culturelle, tout simplement. Le club italien donc font généralement confiance à des Italiens. Gilles. Le poids de la presse, pour appuyer ce que dit Alejandro aussi, le poids de la presse est extrêmement fort. Alors, il est dans d'autres pays, mais en Italie, vous avez la Gazzetta dello Sport, et vous avez au moins un journal local ou régional qui est très féru de tactique. Et pour les entraîneurs étrangers qui débarquent là-dedans, c'est parfois incompréhensible. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, les critiques, tout se sait. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le vestiaire fuite à l'extérieur, dans les journaux. Et les entraîneurs étrangers sont parfois totalement déboussolés. Et les critiques de la presse italienne sur le plan tactique sont parfois si fortes que pour des entraîneurs étrangers, arriver face à cette pression-là, c'est impossible de résister. Ils ne cèdent pas donc à la pression de la mode des entraîneurs étrangers, Alejandro, parce qu'on
on voit ça, notamment en France, il y en a eu beaucoup qui sont arrivés, mais on voit en Angleterre, où l'essentiel des entraîneurs ne sont pas anglais. Mais justement, l'Angleterre, c'est différent parce que c'est un pays où la tactique n'a jamais été le point fort et ce sont des clubs qui ont voulu, depuis des années, essayer d'atteindre le plus haut niveau à ces niveaux-là, de rejoindre les grandes équipes européennes qu'ils avaient du mal à affronter. Et donc, ils ont fait appel à ceux qui avaient des meilleurs, donc souvent des entraîneurs italiens ou d'autres nationalités. Mais c'est une culture complètement différente. En Italie, on n'a pas besoin de ça. Ça n'a jamais été une mode. Mais cependant, on ne va pas quand même oublier que Mourinho était devenu beaucoup aimé là-bas. Il a quand même fait un triplé légendaire. Donc, pour dire quand même qu'ils reconnaissent aussi de bons entraîneurs, de bons tacticiens. Donc, ce n'est pas qu'ils sont complètement fermés, mais le problème, c'est que ceux qui arrivent parfois là-bas, ils sont souvent limités et parfois ne connaissent pas s'adapter surtout à ce qu'on appelle, c'est-à-dire la culture du milieu du terrain, parce que comme justement on parlait des Pirlo tout de suite, là il faut savoir que quand on parle du Catenaccio, tout se joue justement au milieu du terrain. Et beaucoup d'entraîneurs, malheureusement, quand ils arrivent de l'autre côté, ils mettent plutôt une culture soit offensive, soit défensive pour pouvoir s'adapter. Et c'est là où ça s'échoue. Mais Mourinho est un cas intéressant parce que c'est quelqu'un qui, même en étant portugais, est très italien dans son approche du football. Il adore la tactique, il adore les schémas de ce type. Il a une façon même de communiquer qui est très proche des Italiens. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un des polyglottes qui s'adapte très rapidement à des nouvelles cultures. Donc, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Et il y en a d'autres, et vous parliez de Rudy Garcia, lui aussi, on peut le critiquer, on peut en penser ce qu'on veut, mais tactiquement, c'est un grand entraîneur français. Et si on remonte plus loin, Herrera, qui a inventé dirons-nous, le béton, s'il était là, il contesterait l'appellation, mais il a inventé cette tactique défensive de contre-attaque. Et bien, c'est un entraîneur étranger qui est arrivé là-bas, qui a apporté tactiquement, et ça, les Italiens sont prêts à l'accueillir. Mais il ne prendrait pas un entraîneur avec un CV impressionnant, sur son nom ou parce qu'il a gagné ailleurs, si techniquement il n'est pas au niveau. C'est pas possible. Mais alors Alejandro, on se retrouve avec Andrea Pirlo, qui a été diplômé lundi dernier, en même temps que Thiago Motta, le Parisien, l'ancien Parisien. Et Andrea Pirlo se retrouve donc dans un club, alors nonuple, champion d'Italie consécutivement. Hein, il a gagné 9 derniers titres depuis 2012. Personne n'arrive à détrôner cette Juventus. Est-ce que c'est un pari qu'a fait la Juventus, un peu trop osé selon vous? C'est un pari osé. Trop, on le saura bientôt. Très vite, oui. Je pense que quand même la Juventus est une équipe qui a un acquis qui est important. Donc, il n'arrive pas sur un terrain vierge. Il ne va pas modifier totalement d'emblée la façon de jouer de la Juventus. Il va apporter sûrement des améliorations. Il va tenter de le faire. Il va tenter aussi de corriger un petit peu les innovations un peu compliquées qu'avait voulu introduire son prédécesseur. C'est un pari risqué, mais pas forcément trop risqué. On saura bientôt. Gilles ? Objectif Ligue des Champions. Si c'est pour garder le titre national, il n'y avait pas besoin de lui. Mais à partir du moment où la Juve a quand même échoué là, pour eux, c'est difficile à vivre. C'est pas comme Ferrari en Formule 1 qui ne gagne plus rien, mais les institutions italiennes, la Juventus, simplement le titre national, ça ne suffit plus. Et pour aller plus loin, il fallait changer. Maintenant, il a quand même perdu Pjanic, il y a des joueurs qui sont partis. Est-ce que le milieu de terrain va être encore assez fort pour franchir un cap en Ligue des Champions? Higuaín est parti aujourd'hui officiellement aussi. Moi, j'ai un doute. Est-ce que pour vous, Rémi, c'est un championnat d'Europe qui redevient peut-être plus prestigieux parce qu'il y a eu un moment compliqué justement dans les finances des clubs et tout. Les grands joueurs ont l'air de revenir. On pense évidemment à Cristiano Ronaldo. Il y a eu aussi Ibrahimovic. Bon, Franck Ribéry. Tous ont plus de 35 ans. Donc, on se demande si ce n'est pas aussi une retraite dorée. Mais en tout cas, est-ce que ça redonne de l'éclat au championnat italien ? Le championnat italien peut être regardé avec un peu de mépris. D'autres le jugent au rabais, mais c'est un championnat qui est très, très compliqué. D'ailleurs, ceux qui disent que avoir le Scudetto, c'est ce qu'on ne veut pas. Je devrais dire que ça a été très, très difficile cette année. Ça a été très difficile cette année. C'est le minimum pour la Juve. Voilà. Le minimum. Donc, non, il faut savoir que ça a été très, très compliqué. Oui. Ça a été très disputé. Et de toutes les façons, ça a toujours été disputé, sauf peut-être pour les 3 dernières années avant cela. Mais il faut se dire
qu'avant de parler de ce championnat d'Italie, n'oublions pas que c'est par là que Maradona est passé. N'oublions pas que ce Thiago Motta dont on est en train de parler, Ibrahimovic, que c'est par là qu'ils sont passés avant de venir au Paris Saint-Germain. N'oublions pas que... Pas Maradona. Pardon. Donc, Maradona n'est pas passé par Naples? Non, pas le Paris Saint-Germain. Pas par le Paris Saint-Germain. Non, j'ai dit Maradona est passé par le championnat italien, c'est ce que je voulais dire. Donc, aujourd'hui, quand on parle de ce championnat-là, moi, je dis toujours, il faut regarder ceux qui ont été là-bas et ceux qui vont là-bas. Cela veut dire que, généralement, c'est de très, très bons joueurs et quand j'essaie de regarder, c'est aussi une suite de séries. Donc, il y a des clubs qui, parce qu'ils ont un effectif conséquents, parviennent à aligner des séries. Donc, vous allez voir peut-être ça avec même l'Inter. L'Inter, n'oublions pas qu'il a aligné 5 fois le titre avant qu'il ne redevienne ce qu'il est devenu là. N'oubliez pas aussi l'époque du Grand Milan AC. Donc, c'est pour ça que je dis que ce que la Juve est en train de faire aujourd'hui, et par rapport à cette saison, ce sera très, très compliqué. Vous l'avez souligné parce que, certes, on a pris Arthur. Certes, peut-être, il y a Zeko et Eden Zeko qui pourraient arriver parce que, justement, aussi, on se dit, on va remplacer ça. Mais derrière, la Juve a beaucoup perdu parce que, certes, De Ligt est là, mais ce n'est plus exactement ça. Gilles ? C'est aussi un championnat attractif parce que, vous le disiez, ils sont un peu vieillissants, mais il y a quand même... des duels de buteurs fabuleux. C'est-à-dire que la lutte pour le titre de meilleur buteur qui est symbolique en Italie, il y a Ronaldo, il y a peut-être Ibrahimovic, il y a plein de joueurs possibles, Lukaku, on ne sait pas. Donc, je trouve que Osimhen, qu'est-ce qu'il va faire à Naples ? Lui, il est jeune, il vient. Donc, il y a de grands attaquants qui viennent, qui reviennent ou qui sont là. Alors, grands entraîneurs, vous le disiez, grands attaquants, attraction, Naples il y a quelques années, Bergame cette saison, ça fait beaucoup d'atouts pour ce championnat renaissant. Ouais. Mais Alejandro, finalement, Bergame est presque le contre-exemple parce qu'il n'y a pas vraiment de star. Son entraîneur n'était pas une star non plus, Gasperini. Donc, est-ce que c'est malgré tout, on parlait de la tactique tout à l'heure, et cette fascination de cette passion football ? Disons qu'il y a surtout le fait que pour une fois, on a eu un championnat un peu plus disputé que les éditions précédentes. Cela dit, il ne faut pas trop s'enflammer non plus. L'Italie essaye de revenir au premier plan grâce surtout à des mesures fiscales qui sont très intéressantes pour les footballeurs et qui attirent beaucoup de hauts salaires parce qu'ils savent qu'ils vont payer peu d'impôts. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, je regarde les 3 principaux transferts de ce mercato pour le moment, il y a Arthur, milieu de terrain brésilien que le Barça ne voulait pas garder, Victor Osimhen, jeune attaquant nigérien qui vient de Lille, que Lille voulait bien vendre, Achraf Hakimi, défenseur, que le Real Madrid a cédé à l'Inter. Donc on ne peut pas dire que les plus grandes stars arrivent en Italie. Si on va comme ça, là, n'oubliez pas que Cristiano Ronaldo a été acheté uniquement. Non, et que Liverpool. Il y a 2 ans. Oui, Liverpool n'a Cristiano Ronaldo est allé parce qu'il y avait des mesures fiscales qui Liverpool n'a presque pas acheté l'année dernière. Ce n'est pas en fonction de ça qu'il faut regarder que le championnat est attractif. Et d'ailleurs, on constate aujourd'hui que le Paris Saint-Germain a acheté pour plus d'1 milliard et que le Barça a acheté pour plus d'1 milliard. Mais en fin de compte, ce n'est pas pour ça que ces équipes sont devenues de grandes équipes. Certes, ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, mais lorsque vous essayez de voir que Lukaku est quand même reparti là-bas. Vous dites quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer vers ce côté-là. On ne peut pas dire que c'est un championnat totalement pauvre par rapport à d'autres championnats comme le championnat français. Le championnat français a pris qui ? Il manque la grande star. Je suis d'accord, il manque la très grande star qui ne sera pas vieillissante, qui ne sera pas un espoir, mais qui sera la star confirmée, qui dit c'est l'Italie, moi, pour mon avènement. Voilà. Ça existe où ? Il manque la très grande... ça existe en Angleterre, parce que les stars y vont, et il y a Messi. Qui est la grande star là-bas ? En Angleterre ? Oui. Vous avez plein de bons joueurs. Je sais pas, mais attendez, ils sont des bons joueurs, mais ce ne sont pas des superstars. Vous avez Messi et Ronaldo. C'est-à-dire qu'au Barça, on parle des qui vous voulez. Enfin, il y a quand même des bons joueurs en Angleterre. Vous savez Mbappé, vous savez... Mais attendez, il y a Dybala. Dybala est aussi là-bas. Ouais. Dybala est considéré comme une star, attendez. Alors, je voulais juste finir en disant que pour cette très grande star, il faudra les moyens financiers. Et aujourd'hui, vous avez un 4e club italien qui a été acheté par des Américains, Parme. Et donc, les Américains, les fonds de pension américains investissent en Italie. Et là, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Oui. Mais en tout cas... On a vu les Chinois, pour l'instant, et ce n'était pas très probant. Non, mais juste les fonds américains ont l'air plus carrés. Et je pense que pour l'Italie... ça redevient un projet d'investisseur. Et les fonds de pension américains, ils vont là où ils pensent
qu'il a dû devenir. Voilà. Bon, on a vu à Bordeaux pour l'instant. C'est vrai que on n'est pas encore convaincu. Non, mais vous avez raison, mais c'est peut-être pour l'Italie. Mais je vous crois, Gilles. Allez, on continue. Non, mais c'est pas grave. On continue. À quoi reconnaît-on sa nationalité? Au passeport, bien sûr, au drapeau, à la rigueur, à l'hymne national. Mais parfois, le processus est un peu plus sinueux. Il faut que je vous l'explique. Alors, on va se lancer pas vraiment dans ces explications, mais par contre, c'est vrai que la nationalité des footballeurs, et plus précisément leur nationalité sportive, celle qui nous intéresse, était en question lors du 70e congrès de la FIFA. Un congrès qui aurait dû se tenir en Afrique, à Addis Abeba, en Éthiopie, mais qui finalement s'est tenu ces dernières heures en vidéoconférence à distance. Vous savez pourquoi, à cause du coronavirus. Les dirigeants du football mondial ont donc, Alejandro Valente, cédé aux pressions venues du continent africain notamment, on y reviendra après, mais c'est pour faire évoluer la règle qui décide de la nationalité. Il y a 4 nouveaux critères. En fait, il s'agit de permettre à certains joueurs qui ont peut-être trop hâtivement cédé aux appels d'une des équipes des nationalités. Des pressions aussi parfois. Voilà, par exemple, un joueur qui aurait décidé de jouer dans un premier temps pour l'Espagne, pour la France ou pour l'Allemagne, et qui ensuite sont délaissés par ces équipes de pouvoir revendiquer la nationalité africaine dont ils sont originaires, par exemple. Donc, il y a quelques règles qui existaient déjà. Il fallait avoir joué uniquement des matchs amicaux, etc. Aujourd'hui, on élargit les concepts, c'est-à-dire qu'un joueur qui a joué jusqu'à 3 matchs officiels, donc des éliminatoires de Coupe du Monde ou des éliminatoires de la CAN, par exemple, qui a joué 3 matchs à un âge inférieur à 21 ans et qui n'a plus été appelé en équipe nationale pendant 3 ans, il pourra demander à changer sa nationalité sportive. C'est quelque chose qui évidemment, n'intéresse pas une foule énorme, mais c'est un petit pas supplémentaire vers quelque chose de plus souple. À une époque que Gilles connaît, il était impossible, même si vous aviez joué un seul match avec les U17, vous ne pouviez plus changer de nationalité. Peu à peu, la FIFA a allégé un peu ces conditions et peut-être à l'avenir, les conditions seront encore plus favorables. Et qui sait? En tout cas, aujourd'hui, c'est possible. On va se demander si c'est une simplification ou une complication, mais c'est vrai que la demande est venue d'Afrique et il y avait un exemple qui revenait sans cesse lorsqu'on évoquait les changements de nationalité ou les changements de choix pour des joueurs, par exemple, nés en France, qui font toute leur classe dans les équipes de jeunes nationales et puis qui tout d'un coup choisissent une autre nationalité. Et cet exemple, il était en Espagne, c'était le fameux Mounir El Haddadi, le joueur né en Espagne. Il a 25 ans, maintenant il est au FC Séville, mais il était au FC Barcelone. Et ce jeune joueur, fils de Marocain, il a été convoqué par Vicente Del Bosque, c'était en 2014. Le pauvre, il joue une seule fois. Il rentre même à la 77e minute, ce qui fait qu'il joue 13 minutes sous le maillot de la Roja. Il avait même déclaré, il avait fait sa belle déclaration en disant « Jouer avec l'Espagne est un rêve, c'est une décision personnelle que j'ai prise et j'en suis très heureux ». Et depuis, il n'avait pas été rappelé. Le Maroc rêvait de le retrouver et finalement, c'est le Maroc qui a fait avancer ce dossier, l'EGJA. Écoutons la réaction d'un des sélectionneurs d'Afrique parce que ça va beaucoup concerner l'Afrique, croit-on, mais sans doute aussi d'autres pays, on va y venir. Et c'est Gernot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles. C'est une bonne chose qui va dans le bon sens parce que ça donne davantage de liberté à ces jeunes joueurs. On peut faire aussi une erreur lorsqu'on a 20 ans et ce choix-là, il est un petit peu dédramatisé avec le nouveau règlement. Il est possible de changer de pays et de jouer éventuellement pour son pays africain, mais c'est aussi possible dans l'autre sens. Souvent, ils ont l'espoir de jouer avec leur pays européen parce que forcément, c'est plus prestigieux de jouer pour l'Angleterre que pour un pays africain, par exemple. Mais parfois, ils se rendent compte aussi que c'est très difficile et qu'il vaut mieux être réaliste. Si on veut participer à une grande compétition comme la Coupe d'Afrique ou éventuellement la Coupe du Monde, ça serait très difficile avec une sélection européenne. Rémi, c'était à la demande donc de l'Afrique particulièrement, c'était à la demande donc de l'EGJA et on appelle ça l'alinéa Mounir, plus ou moins, Alejandro. Oui, on a pratiquement donné baptisé, ce nom parce que c'est le cas qui a le plus emblématique. Ils étaient allés devant l'État, c'est tout, mais ils s'étaient n'avaient battus pas réussi à obtenir ça. Est-ce que vous trouvez que c'est bien et voire bien pour les sélections africaines ?
Je vais être honnête avec vous. Honnête parce que la première fois, c'est l'Algérie qui est partie avec cette requête, la première requête pour qu'on change de nationalité sportive. Mais cependant, je suis quand même un peu inquiet. Parce que j'ai regardé l'équipe d'Algérie qui a gagné la CAN. 14 On avait regardé aussi. sont nés en France. Je dis bien 14. Et formés en France. Nés et formés en France. Et puis, dès lors, il a obtenu la nationalité algérienne en avril 2019. Première des choses, ce que je constate, c'est quoi? C'est les dirigeants africains. Les dirigeants africains qui se retrouvent devant une faiblesse ou alors une irresponsabilité. Ne pas pouvoir former les leurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui que moi, je suis content quand j'apprends que les Diambars existent au Sénégal et que Gueye, il sort de là. Il fait la fierté. Parce que le continent africain a le devoir de former ses enfants comme on doit former les médecins, comme on doit former tel. Le football, c'est une grosse matière première, c'est une économie. Et ça encourage les jeunes à se former chez eux. Les jeunes à rester là. Or, aujourd'hui, lorsque je suis en train de voir ce qui est en train de se passer, moi je veux dire, ok, c'est bien beau, je suis formé à tel ou tel endroit et je m'en vais servir quelqu'un d'autre. Et il y a un proverbe africain qui dit, c'est à celui qui élève les chèvres qu'appartiennent les chèvres. Donc, celui qui élève les poules, c'est à lui qu'appartiennent les œufs. C'est lui qui élève donc les footballeurs, c'est à lui qu'appartiennent ces footballeurs. C'est un proverbe à tiroir. Gilles, en même temps... Ah non, ça, j'ai essayé de... Non, on avait compris, Rémi. Mais Gilles, en même temps, je suis entièrement d'accord et c'est des débats qu'on a très souvent dans Radio Foot et dans le bureau de préparation de Radio Foot, notamment avec David Finzel, je vous jure, Rémi. Mais Gilles, c'est peut-être aussi le monde, je dirais, de maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, on voit des joueurs comme Khedira, qui est de descendance tunisienne et qui joue pour l'équipe d'Allemagne. On se souvient de Mesut Özil, qui est turc et qui joue pour l'Allemagne. Donc, ça va dans les deux sens, peut-être, aussi? Alors, ça va dans les deux sens, mais moi, je suis contre cette mesure qui vient d'être prise. Je vais vous expliquer sans schématiser pourquoi. J'ai peur que le football devienne l'athlétisme. C'est-à-dire qu'il y a une course au passeport, une course aux ancêtres, je dirais, et pas seulement, comme dit Gernot Rohr, la correction d'une erreur de jeunesse. Ça, c'est une belle idée, corriger une erreur de jeunesse, c'est vrai. Mais j'ai peur que ce soit en fait une stratégie de business. Tiens, il y a un joueur là-bas, j'ai repéré, on a fait des recherches généalogiques. Vous savez qu'il y a des cabinets de généalogistes qui maintenant travaillent pour des fédérations de foot. Hein. Ça existe. Mais d'ailleurs, les sélectionneurs... D'ailleurs, bien sûr. Andy Delors, il a découvert, il dit, j'ai découvert que mon arrière-grand-mère avait des origines algériennes. Absolument. Alors là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et donc, on va avoir la perte de l'identité nationale. Alors, je dis pas qu'il faut être nationaliste du tout, mais pour moi, c'est important de porter le maillot de son pays. Et j'ai peur que là, on assiste, alors je vais pas dire trafic, mais à des marchandages, comme en athlétisme. Vous avez des Kenyans qui sont naturalisés pour le Bahreïn, par exemple. Et pourquoi ils sont naturalisés pour le Bahreïn? Pour l'argent. Et on peut penser au Qatar, qui va organiser une Coupe du Monde en 2022, voilà. Qui a très peu d'habitants et très peu d'écoles de foot, et qui peut-être peut nationaliser. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Voilà. Alejandro, on peut par exemple aussi s'inquiéter. Il y a Kylian Mbappé, qui est la jeune pépite du football français à l'heure actuelle, prometteur toujours, et qui lui aussi avait une ascendance africaine, mais qui est né en France, qui a choisi la France. Mais on pense à Kamavinga, dernière découverte, convoqué par Deschamps, qui a déjà été convoqué 2 fois, qui a joué un match entier. Mais lui, il est né en Afrique. C'est vrai, mais il a la nationalité française, il a été formé ici, et je pense, comme le disait Gernot Rohr, c'est pas souvent par un vrai choix que les joueurs déterminent qu'ils vont jouer pour la France ou pour un pays africain, mais simplement Kamavinga ou Mbappé savent que leur avenir en équipe de France est assuré, donc ils vont vers l'équipe de France. Enfin, ils l'espèrent, parce que Mounir El Haddadi, c'était sûrement Gomis ça. Aussi espérait comme ça, qu'il avait un avenir là-bas. Après, on peut s'étonner que le Maroc se batte autant pour un joueur comme Mounir El Haddadi, qui a 25 ans, est gentil, mais qui n'est pas non plus un joueur si extraordinaire que ça. Sinon, l'Espagne aurait continué à faire appel à lui. Il y a des auditeurs aussi qui interviennent dans le débat. Rémi, par exemple, il y a Georges Podmore qui
qui vous répond en disant « Oui, vous avez raison Rémi, mais il n'y a pas de structure en Afrique pour former correctement les joueurs. Et les Africains ont les yeux rivés sur le football européen finalement. » Non, je vais te dire pourquoi. Parce que justement, lorsque nous pouvons aller toujours dans ce défaitisme qu'on n'a pas de moyens, je devrais dire, le seul ballon d'or que l'Afrique a eu à obtenir, c'était George Weah. C'est George Weah. George Weah jouait au Tonnerre de Yaoundé. C'est-à-dire que tu ne peux pas me dire qu'à l'époque, le Cameroun avait déjà ce qu'on appelle les terrains de football. Le Cameroun, les gens venaient y jouer. Et qu'aujourd'hui, vous trouvez dans certains championnats qu'il n'y a plus de terrain. Vous arrivez au Sénégal, vous trouvez que les pouvoirs publics ne mettent pas de moyens. C'est pour ça que je dis, lorsque vous regardez par exemple aujourd'hui au Congo, en RDC, avec les installations, par exemple, que ce soit du tout-puissant machin, vous voyez quand même que les gens peuvent se former là. Mon problème, mon souci, c'est qu'il n'y a pas de centre actuellement de formation au niveau. Formons d'abord les nôtres et revendiquons ensuite que nous avons investi. C'est pas que quelqu'un d'autre, moi, à peu près comme si j'aime mon enfant, je l'élève, dans 10 ou 15 ans, un monsieur se présente là et dit en réalité c'est moi le père de cet enfant. Ah là, ça serait grave. Ce serait très grave. Bon, on y reviendra de toute façon sur ce congrès, sur cette décision et surtout sur les intentions réelles ou cachées de Gianni Infantino, qui notamment aussi aujourd'hui a défendu son combat contre la corruption dans le football, oui. Lui qui pourtant est au centre d'une enquête du côté de la justice suisse pour ses agissements ou certains agissements en tant que responsable de la FIFA. Allez, on continue et cette fois-ci, on va vous parler de football français. Mais non, c'est trop beau, ça. Ça fait du bien, allez les verts. Entre l'OM et plus Lambeau. Et le Stéphanois, au premier du championnat. On profite car ça dure pas. Et il a envie de chialer, j'arrive pas à m'en remettre. Il est quelle heure? 11h. Heureux le Stéphanois. Ce supporter de Saint-Étienne, il s'appelle MC Pampille. Et hier, il chantait à la gloire de ses Verts qui sont premiers au classement de la Ligue 1. Bon, en 3 matchs, 3 victoires en 3 matchs. En tout cas, c'est pas mal. Et surtout, il le dit, un clean sheet. Il n'y a pas eu de but encaissé. Alors, de l'humour d'un côté et de la tristesse de l'autre, parce que quand même, la soirée marseillaise a été gâchée par cette défaite 2-0, mais surtout au stade Vélodrome, où ils n'avaient pas joué depuis si longtemps, les Marseillais, et où hommage, avant le match, a été rendu à l'ancien patron du club, à Pape Diouf, qui était mort, vous vous en souvenez, le 1er avril dernier en début de confinement, et puis à l'ancien joueur aussi et sélectionneur de l'équipe de France, à Michel Hidalgo. Les Marseillais avaient peut-être encore donc la tête à Paris et leur victoire face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. L'un des héros verts du soir, en tout cas, la panthère gabonaise, Denis Bouanga, était lui rayonnant. Nordin, attention, il est passé en vitesse devant Tchalita Tsar. Nordin, le petit ballon pour Denis Bouanga. Denis Bouanga, peut-être face à Mandanda. Denis Bouanga, la frappe et le deuxième but stéphanois. C'est terrible pour l'Olympique de Marseille. Denis Bouanga. On a vraiment un état d'esprit depuis le début. Voilà, on lâche rien, on joue tous les uns pour les autres. Et voilà, l'état d'esprit, il ne faut pas qu'on le change. Et voilà, on est content de marquer ce deuxième but qui, encore une fois, nous sauve. Je monte crescendo parce que je pense qu'à Lorient, je n'ai pas été bon. Après, voilà, comme je l'ai dit, je monte en puissance grâce au staff. Et voilà, je joue à des postes différents de l'année dernière. Donc, j'essaye de mettre mes qualités au service du collectif. Et voilà, du coup, on gagne ce soir, ça fait plaisir. Alejandro Valente, cette équipe de Saint-Étienne, elle a été remodelée, on le sait, on a suivi les épisodes, par Claude Puel, qui est arrivé en milieu d'année pour les sauver de la relégation. On se souvient, durant la fin de championnat dernière, le confinement a changé bien des choses, mais est-ce qu'ils reviennent pour durer? Le supporter dit « je rêve », ça dure pas que Saint-Étienne soit premier, mais est-ce qu'il va falloir compter avec eux? Je ne sais pas, mais en tout cas, on pourrait penser que le Covid est stéphanois, parce que c'est la seule chose qui marche mieux depuis que le Covid est arrivé, c'est Saint-Étienne. On a du mal à reconnaître cette équipe qui
peiné dans les profondeurs du classement et qui aujourd'hui caracole en tête de la Ligue 1. En tout cas, au vu du match d'hier, quand même, on a trouvé une équipe stéphanoise qui était assez séduisante, avec une bonne utilisation des côtés, avec des belles percées, des mouvements rapides, une équipe qui savait aussi se regrouper dans les moments difficiles pour essayer de fermer les espaces aux attaquants marseillais qui n'ont pas été très, très adroits devant le but. Mais voilà, c'est 3 matchs, 3 victoires. C'est quand même excellent pour démarrer la saison. Denis Bouanga, 2 buts en 2 matchs, mais quand même, le magicien, c'est Claude Puel, Gilles. Alors, absolument. Juste avant, je vais dire comme petite restriction que c'est une jeunesse éclatante, un éclair magnifique dans le désert aride d'une Ligue 1 totalement desséchée. Et donc, qui a du mal à se remettre en route, on va dire. Oui, enfin, vous pouvez en remettre, vous pouvez enlever l'heureux, parce que ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas mise en route. Mais là, on touche des niveaux qui sont abyssaux. Mais alors, dans ce désert, bravo à Claude Puel. Il faut quand même rappeler qu'il a viré Ruffier. Il a viré toutes les stars vieillissantes ou dont les égos surdimensionnés commençaient à brider la jeunesse. Il s'est appuyé sur l'équipe de la Gambardella. Il s'est appuyé sur des jeunes comme Wesley Fofana. Il en a mis d'autres, Bonga. Même sur les remplaçants, vous voyez aussi qu'il fait entrer des jeunes. Donc non seulement les titulaires, mais les remplaçants. Donc oui, il y a une génération. Puel, qui est un entraîneur formateur, là, il est extrêmement à l'aise. Donc oui, ça peut durer. Rémi, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Saint-Etienne ? Ça faisait pour l'OM, pardon. Ça faisait 41 ans que Saint-Etienne ne les avait pas battus au Vélodrome. Et après l'éclat parisien, est-ce que l'entraîneur André Villas-Boas a reconnu qu'il s'était trompé ? Alors lui, il prend toujours sur lui, contrairement à d'autres. Est-ce que vous avez des doutes sur cette équipe de l'OM ? Oui, tout en répondant d'abord à Gilles qui trouve que cette équipe est complètement jeune. Je dis, ce n'est pas le Saint-Etienne de ce nez-là que j'ai vu là. Ce n'est pas le Saint-Etienne de trop jeune avec Debuchy. Je ne sais pas s'il est trop jeune ou Collégézac, que je connais. Collégézac, attends, c'est pas possible. Donc, les Amouma, ce n'est pas des trop jeunes. Oui, mais vous en prenez 3, il en reste 8. Bon, en tout cas. non, ce n'est pas le Saint-Etienne de ce nez-là, comme je le disais, qui était vraiment la formation, des gens qui venaient de nulle part et qu'ils avaient ce sang-là de pouvoir faire quelque chose. Mais cependant, je devrais dire, l'OM, c'est quoi ? L'OM nous a prouvé justement qu'il ne sait pas faire le jeu. C'est ça, c'est-à-dire que même ayant 60% de possession, l'OM nous a encore montré beaucoup d'incapacités, ne serait-ce qu'au niveau de la finition, comme on est en train de dire là. N'oublions pas que la victoire contre le Paris Saint-Germain, c'est 2 tirs. 2 tirs cadrés, et d'ailleurs, hier, sur les 15, il n'y a que 2 tirs qui sont effectivement cadrés. Et puis, Villas-Boas, qu'on croyait être un grand tacticien, ayant été quand même formé par Mourinho, j'ai quand même vu beaucoup de lacunes. Parce que, certes, avec Paris Saint-Germain, tu mets Maxime Lopez en faux numéro 9. Il s'en est sorti avec le Paris Saint-Germain. Oui, mais il faut savoir, avec quelle possession déjà. Non, mais on a décrypté le match. Voilà, donc mais c'est pour ça que je me demande. Il faut savoir que 3 matchs, 2 victoires, une défaite, mais à domicile. À Brest, Marseille passe par le trou d'une souris. Donc, moi, je n'ai pas encore vu un match véritablement convaincant de l'Olympique de Marseille. D'autant plus qu'aujourd'hui, lorsque je sais qu'ils ont recruté Bénédicte, mademoiselle Bénédicte, ou Benedetto, qui est là, qui ne fait plus partie de... Les œufs Bénédicte, c'est les œufs Bénédicte, mais c'est Benedetto. Voilà. Donc, que je ne vois plus qu'on utilise comme avant-centre, je me dis quand même... Non, mais contre Paris Saint-Germain, il n'était pas suspendu. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne fait pas confiance à celui-là. Et lorsque je vois donc toutes ces choses qui sont en train de se présenter devant moi, je dis, Marseille, malheureusement, c'est à peu près toujours... ça commence, il y a cette passion, il y a cette envie, mais après, ça retombe. Il y a un proverbe africain qui dit, la poule a beau avoir des ailes, mais elle ne parvient jamais à voler au même niveau que les autres oiseaux. Bon, de toute façon, on aura encore 35 journées pour s'inquiéter du sort de Marseille, mais par contre, ils vont jouer en Ligue des Champions, ça sera plus intéressant. Quelques messages d'auditeurs, Alejandro ? Oui, il y a plusieurs auditeurs gabonais qui se disent fiers d'être gabonais en entendant parler de Bouanga. Ils ont déjà Aubameyang, c'est pas mal. Et à propos de Bouanga, on peut se dire aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, le mercato n'est pas terminé. On ne sait pas si Bouanga sera toujours à Saint-Etienne dans un mois. On ne sait pas, il y a encore beaucoup de choses peuvent changer dans beaucoup des équipes. Beaucoup d'inconnus, effectivement, puisque le mercato se
terminera le 5 octobre prochain. Et ça va changer dans beaucoup d'équipes. Et ça change déjà en ce moment. Thiago Alcantara a quitté officiellement le Bayern et est déjà assigné à Liverpool. Changement ces dernières heures. Bale qui part à Tottenham. Gareth Bale qui est prêté à Tottenham, donc qui revient à la maison avec Mourinho. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans Radio Foot parce que là, il faut distribuer nos cartons de la semaine. Carton jaune. Un carton qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. À vous la main, Gilles Verdez. Carton rouge. Ou Grenat. Ou Ah, Grenat à Metz. Oui. C'est une équipe que j'aime bien. Mais là, franchement, ils ont perdu à 11 contre 9 au Parc des Princes. Alors, quand vous êtes 11 contre 9, si vous voulez bétonner, vous faites 0-0, tout le monde dit OK, ils ont pris un point. Mais quand vous êtes 11 contre 9, que vous faites n'importe quoi, que vous voulez prétendument bétonner et que vous perdez alors que vous êtes 11 contre 9, vous êtes ridicule. Donc Metz est ridicule parce que Metz a bafoué le football. Il fallait gagner à 11 contre 9, il fallait essayer de gagner pour une fois. Moi j'adore les 0-0, mais il fallait aller gagner. Ils ont eu peur, ils sont fébriles depuis le début de saison. 3 défaites, la Ligue 2 les guette, s'ils ne se réveillent pas quand on est 11 contre 9, on ne doit pas bafouer le football. Carton rouge. Mais Gilles, malheureusement, en plus, cette équipe, elle fait le yo-yo de saison en saison entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et c'est très triste. Eh bien, ça va continuer. Hélas. Oh, si non. ça continue. Ah bah, Attendez, il reste 35 mais journées. il faut se reprendre, vite. Rémi Ngono avait... Non, mais parce que j'avais envie de lui demander la couleur. C'est encore du rouge? Oui, rouge quand même. Rouge quand même à Florentino Pérez. C'est un carton rouge donné par, bien sûr, quelqu'un de ma page Facebook. C'est pas par vous, en tout cas, ça c'est sûr. Fréjus Hippocrate Sodoga. Il a bon dos, Hippocrate, parce que vous n'osez pas, vous le faites dire par Hippocrate. De ma page Facebook, Amigo officiel qui dit donc que mais c'est quand même inadmissible que Pérez ait eu à investir autant d'argent sur Gareth Bale et qu'il vienne pourrir le vestiaire. Et bien sûr quoi. Et c'est pas fini. Et de parce qu'ils vont lui payer son salaire de joueur prêté. On va continuer à payer. Et pendant ce temps, il nous faisait croire que c'est Gareth Bale qui venait remplacer Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, on en est à regretter le vieux Cristiano Ronaldo parce qu'on est parti dépenser autant d'argent sur Gareth Bale qui ne vaut rien du tout. Une balle trouée. Donc, comme le dit un proverbe africain, on ne jette pas ses vieilles chaussures pour prendre les nouvelles qui vont vous mettre les ampoules aux pieds. En tout cas, votre ami Mourinho va le récupérer, Gareth Bale. Ah oui, de toutes les façons, Mourinho saura le fouetter là-bas. Alejandro, votre carton. Allez, moi, un carton vert, mais je vous laisse deviner à qui. Alors, je suis une équipe Saint-Étienne invaincue à domicile en Europe depuis 52 ans, malgré avoir affronté 28 équipes de différentes nationalités, dont Chelsea, City, Benfica, la Roma, l'Atlético Madrid. Bon, c'est une série qui s'est arrêtée hier soir. Alors, vous savez qui? C'était de l'époque du Grand Stade de Reims, il y a 50 ans. Aris Salonique, qui était invaincu à domicile en compétition européenne depuis 1968 et qui vient de s'incliner face à une équipe ukrainienne, Kolos Kovalivka. Colosse, oui, évidemment. En le mot déjà, rien que le nom déjà, Colosse. Voilà, une équipe grecque battue par un colosse, finalement, mais étonnant, on retourne à la mythologie. Comme ça, invaincu pendant si longtemps. Incroyable. À domicile. Radio Foot, et notamment David Finzel, donne un carton vert à Edinson Cavani, l'ancien buteur uruguayen star du PSG, El Matador, en attente toujours d'un contrat d'ailleurs, et à qui le PSG n'a pas fait ses adieux. Il a enfilé un juste au corps pendant ses vacances prolongées, juste au corps noir. Il a attaché ses cheveux pour soutenir le travail du ballet uruguayen de Montevideo. Vous savez que la culture souffre beaucoup ces temps-ci à cause du coronavirus. Il est allé au secours de cette équipe du ballet local qui danse, n'est-ce pas, Alejandro Valente, dans le magnifique opéra Solis, théâtre opéra Solis de Montevideo. Et c'est pour encourager tous les petits Billy Elliot en herbe, pour tous ceux qui ont vu le film. Avec cependant un maillot en virgule. Ah oui, non, ça se dit pas, Alejandro. Et pour nos auditeurs, le carton, c'est Aaron Dédé qui les distribue. C'est un carton vert à l'équipe de Radio Foot International. Bravo. C'est vraiment gentil. Ouais. Mérité. Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. On travaille tous ensemble pour nos chers auditeurs. Merci à tous d'avoir suivi à la radio ou sur Facebook ce Café des Sports. Vous pouvez le revoir tout le week-end et à lundi. Sous de l'Infox. François Bernard.
Repérer le faux dans l'info, ça n'est pas toujours facile. Sur Radio France Internationale, on vous aide à y voir plus clair et on essaie de décrypter ce phénomène nouveau. Rendez-vous chaque vendredi en compagnie de tous ceux qui traquent l'infox, l'observent et l'analysent. Les dessous de l'infox avec François Bernard, tous les vendredis à 17h10 TU sur RFI. L'épopée des musiques noires. Il y a 50 ans, le 18 septembre 1970, l'illustre Jimi Hendrix nous quittait à l'âge de 27 ans.